Mais le Karamé, on monte à Tachung. Et enfin Bolo. Super. Bien, on y va. Dans l'épisode précédent, James nous a emmenés voir la ville de l'or noir de Karamé. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le nord-ouest jusqu'à Tachung, à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. Et puis nous irons vers le sud, à Bortala, en longeant la frontière. Nous verrons comment est la vie tout au bord de la Chine et continuerons notre voyage dans le Xinjiang. Bienvenue au carnet de route, je suis Tianjan, on reprend la route. On m'a dit que le Xinjiang est un endroit comme aucun autre en Chine, que c'est énorme et que c'est l'un des endroits avec la plus grande diversité dans le pays. Il n'y a pas de navette touristique ici, il faut se débrouiller soi-même. Heureusement, le paysage tout au long des 6 heures de route pour aller à Tachung est beaucoup moins austère que le climat aride du désert de Karamé. Bien, nous y sommes. Voici Tachung, une petite ville très pittoresque, et elle compte effectivement le plus grand nombre d'habitants de l'ethnie russe de toute la Chine. En ce moment, je suis en train d'attendre mon ami Andrei, qui va me faire visiter la ville, quand il sera arrivé. Hey Andrei, здравствуйте. Comme c'est souvent le cas en Chine, la modernité a changé la ligne d'horizon de Tachung. Mais si vous savez où chercher, vous pouvez encore trouver des bâtiments de style russe. Donc, à votre gauche, le grand château de briques rouges avec toit vert et fenêtres blanches. C'est un vieux bâtiment russe construit par un homme d'affaires russe nommé Remazai Konishuefu. En 1910, il a fait venir de Russie le concepteur architectural et le maître d'œuvre. Avec des artisans habiles de Tachung, ils ont utilisé des matériaux de construction de qualité. Cela a mis 3 ans pour achever le projet de construction, c'était en 1914. C'était la maison la plus luxueuse et à la mode à cette époque. Selon les habitants les plus âgés de la ville, les briques utilisées pour construire cette demeure étaient acheminées à dos de moutons, une par une, depuis la Russie. On utilisait des moutons ? Bah oui. C'est assez incroyable. J'ai du mal à imaginer qu'on utilisait des moutons pour acheminer des briques depuis la Russie. C'est un peu étrange. Le propriétaire de la maison était probablement un peu excentrique, mais cela montre à quel point Tachung est proche de la Russie. Je vais vous emmener voir comment on fait le khlieb, le pain russe. Ok, super. Entrons. Voici un bon exemple de nos pâtisseries russes. Ah, c'est très joli. Il n'y a pas que nous, autres Russes, qui en mangeons. À Tachung, les gens de toutes les origines ethniques en achètent pour leurs familles et leurs invités. Il y a beaucoup de saveurs aussi. Je peux vous montrer comment on les fait à l'intérieur. Ah, volontiers. C'est mon ami de Pékin. Ravi de vous rencontrer. Les Russes aiment le pain. C'est un aliment de base de leur alimentation, tout comme le riz, l'est pour les Chinois Han. Bien qu'il n'y ait plus trop de gens de l'ethnie russe de nos jours, le district de Tachung est toujours le foyer de l'une des plus grandes communautés russes en Chine. Ici, les traditions sont encore très sensiblement les mêmes que celles de leurs proches en Russie. Andrei nous emmène à la rencontre de ses amis. Leur maison se trouve dans la banlieue idyllique de la ville. Mais si vous êtes à la recherche d'un hébergement, vous aurez probablement plus de chance en ville. Permettez-moi de vous présenter à la famille russe qui vit ici. Honnêtement, je pensais que les Russes étaient plutôt réservés, mais dès les premières notes de musique, c'est comme si leur personnalité changeait du tout au tout. Leur visage s'illumine complètement. Sans doute, en partie grâce à ma danse ridicule.
Je réalise que ce sont des gens très chaleureux, très sympathiques et qu'ils ont beaucoup de bonnes choses à manger. C'est un peu bizarre là. Et vous savez, les claquettes russes, c'est comme ça qu'on les fait. Tachang abrite de nombreux groupes ethniques qui ne partagent pas seulement l'amour du pain, mais aussi de la musique. Nous dansons la danse de cour, un privilège autrefois réservé aux aristocrates de la Russie impériale. Je me demande quelle tête ils feraient en voyant les roturiers exercer cette danse en public. Yumin se trouve à seulement 2 heures de route au sud-ouest de Tachang. Pour être honnête, cette région montagneuse n'apparaît pas vraiment dans les guides touristiques. Mais entre mai et septembre, les fleurs sauvages éclosent et tapissent ces collines dans un beau tableau coloré. Nous arrivons un peu tard, mais vous pouvez souvent trouver des fêtes de fleurs locales, tout comme la fête des cerisiers en fleurs au Japon. Cet endroit est idéal pour faire un pique-nique ou des photos, mais pour moi, il est parfait pour des promenades hors des sentiers battus. Nous avons déjà quitté Yumin et sommes entrés dans la préfecture autonome mongole de Bortala. Maintenant, nous allons vers Laofonko, qui est à environ 4 heures de route d'ici et se trouve au sud-ouest de Yumin. Mais nous avons de très beaux paysages pour nous tenir compagnie. À vrai dire, Bortala correspond exactement à ce que j'imaginais de la vie mongole sur les plaines. Waouh, beaucoup d'éoliennes pour nous accueillir. C'est probablement parce que nous sommes maintenant très proches d'Alachanko et c'est un endroit très venteux. Et pour moi, c'est comme si elles nous accueillaient. C'est comme si elles disaient bonjour, bienvenue à Alachanko. Alachanko est l'un des 3 principaux postes frontières du Xinjiang. Et bien qu'il ne figure généralement pas en tête de ma liste des endroits visités, ce lieu est une exception. Venez par ici, regardez cet endroit, c'est très beau. Oui, il y a une grande carte de la Chine en bas. C'est la carte de la Chine dessinée par terre. Regardez-la, c'est très intéressant. Donc je suppose que c'est fait de pierre blanche. C'est toujours la Chine, je suppose. C'est quelle partie de la Chine? La région de Bortala. Mais où est le Kazakhstan? Le Kazakhstan, venez par ici. Ah, c'est le Kazakhstan. C'est incroyable. C'est littéralement juste en face de nous. Oui, c'est ça. C'est une ville du Kazakhstan. Comment s'appelle cette ville? Dostik. Dostik? Comment dit-on bonjour en kazakh? Oh mon Dieu, bonjour Kazakhstan. Alachanko est le 2e plus grand poste frontière commercial de Chine. À la frontière du Kazakhstan, c'est aussi le seul poste d'entrée qui est desservi par le chemin de fer au Xinjiang. 90% des importations et des exportations de la province passent par ici, la plupart d'entre elles étant des ressources naturelles. Mais avant même l'avènement du train, le commerce prospérait ici depuis déjà des centaines d'années. Vous savez, Alachanko est une partie de ce qu'on appelait la porte dzungarienne, qui était historiquement un passage très important entre la Chine et l'Asie centrale. Il était utilisé sur l'ancienne route de la soie. Mais alors qu'auparavant ils avaient des chameaux, maintenant nous avons des trains qui viennent. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a des gens qui l'appellent la nouvelle route de la soie.
C'est ce dont je parle. C'est la vraie vie. Vous savez, il n'y a rien de mieux que d'être le berger temporaire du troupeau de quelqu'un. Et c'est ce que j'aime dans le Xinjiang. Vous avez ce genre de paysage naturel et vous avez le métier le plus naturel pour des gens d'ici. Oh oh, c'est pas bon là. J'en profite pour vous présenter l'équipe. Bonjour, les gars. Dites bonjour à la caméra. On dirait qu'on a quelques problèmes. Oui. J'espère que ça ira, hein. Ça devrait aller. Allez, on reprend la route. Sachez qu'au Xinjiang, les routes reliant les endroits les plus connus sont praticables. Mais quand vous êtes ici, dans les régions frontalières, les conditions ne sont pas aussi bonnes. Vous passerez probablement par des chemins chaotiques, mais il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Nous avons pris la route la plus rapide en quittant Alashankou et 2 heures plus tard, nous arrivons dans le district de Wenchuan et son site le plus remarquable, la prairie des tombes. On pense que ces pierres tombales marquent le dernier lieu de repos des nomades qui vivaient 500 ans avant la naissance du Christ. On ne sait pas beaucoup de choses à leur sujet, ni pourquoi elles sont toutes ici. Mais j'ai le sentiment qu'avec ce genre de paysage, leurs ancêtres pensaient peut-être qu'ils avaient trouvé là le Shangri-La. Tout près, il y a quelque chose d'encore plus ancien. Dans cette région nichée entre le Xinjiang et le Kazakhstan se trouve la réserve naturelle des salamandres d'Asie centrale. C'est l'habitat d'une créature très spéciale. C'est comme beaucoup de poissons dans un sac de gelée. Ça tremble, c'est gélatineux. Nous recherchons la salamandre d'Asie centrale, une espèce en danger qui vit dans les montagnes autour de la porte dzungarienne. C'est juste un jeu de patience. Cette charmante dame essaie d'en trouver à nous montrer. Voici l'insaisissable salamandre d'Asie centrale. C'est vraiment une belle créature. Un peu comme une grenouille, n'est-ce pas? C'est cette charmante petite chose qui est dans le coin depuis... Oh, wow. En voici une encore plus grande. C'est plutôt impressionnant. Ces petites bêtes sont donc là depuis les dinosaures. Elles ont survécu à tant d'animaux qui ont disparu et elles survivent encore de nos jours, ici, au cœur du Xinjiang. Malheureusement, la réserve naturelle n'est pas ouverte aux touristes. Mais vous pouvez visiter un musée dédié à cette espèce, du Rodel, dans le district de Wenchuan. Wenchuan signifie en fait « source chaude ». Il n'est donc pas surprenant qu'on en trouve beaucoup ici. Beaucoup de gens viennent pour leurs bienfaits thérapeutiques. Ils y restent souvent plusieurs jours et peuvent se loger à proximité. Quant à nous, nous avons seulement le temps d'admirer ce paysage incroyable sur la route qui mène à notre prochaine destination. C'est à 4 heures de route de la réserve naturelle. Je suis très heureux parce que nous nous dirigeons enfin vers le lac Seram, dont j'ai tellement entendu parler. Oh, vous voyez ça?
Quel spectacle grandiose! Pas étonnant que cet endroit signifie bénédiction en kazakh. Plus grand lac alpin du Xinjiang, le lac Seram est également le plus haut de la région, avec une altitude de plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec ses eaux qui semblent s'étendre à l'infini, le lac abreuve les pâturages balayés par le vent et les familles de centaines de bergers mongols et kazakhs qui vivent ici. Beaucoup d'entre eux n'auront jamais la chance de voir l'océan. Mais à quoi bon quand on a le lac Seram? Les habitants nous disent que Gengis Khan a amené les premiers Mongols au lac Seram. Quand il est arrivé ici lors d'une expédition vers l'ouest, beaucoup de ces hommes ont décidé de rester en voyant ce paysage accueillant. Vous pouvez goûter à la vie locale en séjournant dans une yourte mongole. Si cela ne vous dérange pas de partager avec d'autres clients, c'est un excellent moyen de découvrir la culture mongole authentique. Assurez-vous que vous pouvez gérer votre consommation d'alcool parce qu'ils aiment beaucoup faire des toasts. Et les chevaux sont donc importants pour la culture mongole. Tout à fait, les chevaux sont au cœur de notre culture. Je pouvais monter à cheval à l'âge de 5 ans. Nous traitons les chevaux comme un membre de la famille et aussi comme notre meilleur ami. Bonjour, on peut essayer vos chevaux? Bien sûr, pas de problème. Ah, c'est gentil. Vous savez comment monter à cheval? Pas du tout, je vais d'abord regarder comment vous faites. Ah, fantastique. Une vraie dame mongole va m'apprendre la manière de monter à cheval. À vrai dire, je ne suis jamais monté à cheval. Pour moi, c'est palpitant. Mais je ne vais pas me laisser intimider. Magnifique. Vous voulez essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est un cheval bien élevé? Oui. Bien, c'est comme monter sur une tour. Prenez ça avec votre main droite. Vous savez faire du cheval? Pas du tout. Vous pouvez peut-être m'apprendre. Laissez-le marcher lentement au début. Oh, c'est impressionnant. Attendez, ralentissez là. Faites vite revenir le cheval. Saisissez les rênes. Tirez en arrière. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai réussi à dompter la bête. C'était absolument terrifiant. Ma vie est défilée sous mes yeux. Je dirais que c'est un très bon rappel pour ne pas faire n'importe quoi. Pour autant, les gens sont naturels. Comme les Mongols, les Kazakhs ont une culture centrée sur le cheval. Leurs enfants apprennent à monter à un âge précoce. Les chevaux sont un mode de vie. Nous venons de tomber sur ces gens. Visiblement, ce sont des Kazakhs qui jouent une sorte de polo avec un mouton sans tête. C'est assez impressionnant. Ça semble complètement fou. Mais le but du jeu est de mettre la carcasse de mouton décapité dans un but. Et tout cela à dos de cheval, bien sûr. Prenez une photo, prenez une photo. Attendez, ok? Tout le monde se bat pour attraper le mouton, et ça peut devenir très dangereux. Et pour les Kazakhs, c'est juste un de leurs passe-temps. C'est comme le football pour certains d'entre nous. Ce sont des vrais hommes de la nature, pas comme nous, les citadins. À notre époque où la modernité change bien des modes de vie à travers le monde, c'est agréable de voir que les traditions séculaires sont encore vivantes ici, sur la frontière. C'est le matin de notre deuxième journée ici. Alors que nous nous préparons à partir, nous tombons sur une cérémonie devant un obo mongol.
Chaque année, de mai à juillet, il y a de nombreuses cérémonies devant les obos qui sont organisées. Il y a 4 façons de les adorer. L'alcool, le sang, le feu ou le jade. Aujourd'hui, on offre principalement de l'alcool. Oui, j'ai remarqué que beaucoup de gens en buvaient. Les gens vénèrent ces talus de pierre ou obos afin qu'ils leur accordent de bonne fortune. Voilà pourquoi on fait offrande de tant d'alcool. Et pour finir la cérémonie, il y a souvent un peu de tir à l'arc, des courses de chevaux ou bien sûr, ce que tout le monde préfère, la lutte mongole. J'aimerais emprunter leur veste en cuir. Très bien, je vais briser quelques os. Je peux emprunter ça et me battre avec eux? Bien sûr. J'espère qu'ils vont y aller doucement avec moi. Parce que j'ai failli perdre la vie hier. Et je pense que je suis un peu plus mince qu'eux. Il faut enlever le haut. J'ai un peu d'appréhension ici. Je pense que je ne fais pas le poids. Mais nous verrons. Nous verrons. Ça va bien, hein? Je n'ai pas assez de ventre. Je suis déjà fatigué. Prenez mes lunettes, hein. Allez. Attrape-le et jette-le. Oui, j'ai l'impression qu'il m'a laissé gagner. Outre la lutte, les Mongols sont également célèbres pour leurs chants et leurs danses. Ces gens chantent l'épopée de Zangar, un héros mongol. C'est une très longue histoire transmise par voie orale depuis plus de 600 ans, entièrement par le biais de la chanson. Il faut toute une vie pour apprendre cette épopée et pouvoir l'interpréter est un véritable exploit. Je suis venu ici en pensant que la vie dans les zones frontalières était régie par la modération, mais je ne pouvais pas avoir plus faux. C'est en grande partie grâce à cet éloignement que le paysage, les gens et le mode de vie ici sont tellement plus authentiques. Oh mon Dieu, c'est incroyable. J'ai déjà la tête qui tourne. Quel incroyable début pour cette étape de notre voyage. Je me suis vraiment bien amusé. Nous avons passé du bon temps avec des gens de l'ethnie russe. Nous avons dit bonjour au Kazakhstan. Et maintenant, nous avons ces belles dames et ces musiciens là-bas, juste au bord du lac. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de facettes différentes du Xinjiang. Et cela aiguise mon appétit pour la prochaine partie de notre voyage. Nous irons vers le sud-ouest, à Yining, et continuerons notre voyage à travers le Xinjiang. Mais la fête continue. Moi, je vais me reposer au bord du lac. On se retrouve donc plus tard.